Attends. Bonjour à tous, bienvenue sur Calisthenics Science Podcast. Cette fois-ci, on ne part pas sur un épisode, mais on accueille un hôte spécial, un invité spécial qui est Gwendal. Tu peux te présenter. Yo. Donc, Gwendal alias Beer Workout, donc en compagnie de Morgan aussi. Donc, Toujours là, Morgan. toujours là. Toujours là, on est chaud. Donc, dans cet épisode, on va parler un peu, on va laisser Morgan, Gwendal un peu se présenter, nous dire un peu ses expériences d'entraînement et tout. Gwendal est quand même quelqu'un, un street lifter particulièrement, qui performe pas mal. Et c'était vraiment l'occasion pour nous d'accueillir un invité de choix qui est, tape des sacrés perfs. Donc, tu peux te présenter, Gwendal. Tu veux que je dise les mensurations aussi ou Ça, ouais. Tu mettras Ton le âge, lien un peu, de ce ton que tu Insta. fais ce que tu fais dans la vie. Voilà, je me présente, je m'appelle Gwendal, j'ai 19 ans, je fais 97 kilos pour 1m82, 83. Je pratique maintenant le street workout depuis 6 ans et depuis 4 ans, je pense, 3 ou 4 ans, je fais du street lifting. Donc voilà. Bon, bref. Mais qu'est-ce que le street lifting? Donc pour moi, le street lifting, c'est vraiment, en fait, il y a la base, le street workout, donc au poids de corps, tout ce qui est au poids de corps, donc muscle up, dips, traction et squat au poids de corps, je dirais, pour être complet. Le street lifting, c'est par exemple tout ce qui est lesté, en fait. C'est donc traction lestée, dips lesté, muscle up lesté. Et comme je préfère enfin, les puristes n'aimeront peut-être pas, mais moi, je dirais que le squat a totalement sa place dans le street lifting. Je rajoute le squat, quoi. Donc, voilà, pour moi, la définition du squat, c'est ça. La Dans le définition... dips, le street À savoir que ça dépend des compétitions. Il y a des compétitions où est-ce qu'il y a des catégories avec que dips ou que traction ou que muscle up ou alors un total de points où est-ce qu'on va cumuler plusieurs exercices. Et selon les compétitions, on a aussi du squat parfois. Parfois, c'est ça. Ouais. Parfois. Il faudrait Enfin, qu'il y en ait plus souvent pour équilibrer moi, je un peu. trouve que le squat, pour parler du squat, bon, ça pourrait faire tout un débat, mais je dirais que le squat a vraiment plus sa place parce que quand on voit des athlètes qui sont hyper développés au niveau du haut du corps, mais au niveau du bas du corps qui ont rien du tout, je trouve ça vraiment dommage parce que ça bloque aussi un potentiel de développement de force au total qui est triste, je trouve. Enfin voilà. Et puis de toute façon, dans les compétitions, souvent le squat, on lui donne une moindre valeur comparé aux dips ou aux tractions. Et souvent, il y a un système de points, de ratio qui fait que le squat a bien moins de valeur que le reste. Donc ça s'équilibre. C'est souvent du coup les plus forts en dips et en traction qui vont quand même gagner les compétitions. C'est vraiment si vous êtes très mauvais en squat que vous allez être handicapé. Mais sinon, c'est presque comme du bonus, mais ça vous incite quand même à être, comme tu le dis, Gwendal, plutôt complet. Mais c'est ce qu'on va faire justement là. Gwendal, c'est aussi un co-organisateur de la compétition qu'on va organiser en Belgique. Donc ça va être la NPSC, donc la National Power and Street Workout Competition. Et donc en parlant justement de système de points, nous on va essayer d'équilibrer de manière à ce que le squat soit aussi important que les autres, avec un système de pondération. Mais je ne sais pas dans les autres compétitions comment ils ont vraiment organisé ça. On avait demandé. Je pense que c'est 0,3 dans les autres compétitions pour Ouais. 1 kg. C'est 0,3. Et nous, ici, ce qu'on va faire, c'est mettre donc 1 kg dans les autres épreuves, c'est 1 point. Donc normal. Et pour le squat, 1 kg, ce sera 0,5. Donc ce sera moins, mais ça aura quand même un gros impact au final, au total des points. Quoi. Donc, Ouais. Après, on va pas mettre du 1 point parce que sinon il y aurait des powerlifters qui pourraient venir et gagner la compète alors qu'ils sont jamais fait de gros dips et de traction. Voilà, c'est souvent ça le débat. Ceux qui ne veulent pas inclure le squat disent que sinon ça dénature un petit peu le sport de base parce qu'ils risqueraient d'avoir des powerlifters qui ont des squats incroyables et il suffirait ensuite juste que les powerlifters entraînent un petit peu leurs dips pour transférer en quelque sorte leur bench, donc leur développé couché vers les dips
Et ensuite, bon, ils ont juste des mauvaises tractions, mais ils pourraient quand même potentiellement gratter pas mal de points si le Ouais. squat avait beaucoup de valeur. Et à l'inverse, ceux qui veulent mettre du squat dans les compétitions disent que c'est pour être complet et ça peut se comprendre. Et comme l'a dit Alexandre, on peut pondérer ça avec un système de points Voilà, pour équilibrer. ça donne un peu plus de. Ça empêche un peu les gens de se surspécifier dans un domaine. Parce qu'ils pourraient dire, ouais, je fais du street lifting, mais ils font que des tractions. Et donc, ils doivent rester complets, quoi. Donc, C'est comme on pourrait comparer ça. Je ne sais pas si vous suivez, enfin, oui, vous suivez peut-être à l'international. Un pays que je trouve qui est vraiment très très fort dans le squat, c'est les Allemands. Quand on voit Misha BLN et Tonio Z, Ouais. ils sont beaucoup 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 plus forts en squat que par exemple en traction. Quand je vois Tonio Z, il a un gros retard, je trouve, au niveau des tractions comparé à son dips qui est maintenant à 145 kg et son squat qui est à 230. Voilà quoi, une traction à 72 kg. Je trouve qu'il est en retard par rapport à d'autres concurrents comme Baki ou Ludo, quoi. c'est vrai qu'à eux deux, ils représentent bien l'Allemagne. Et ouais. Je crois que Tony, il a un gros dips quand même. Il a un dips à Ouais, ouais, 150, ouais. ça. Il a un très, 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 très gros dips. Ouais. Ouais, 145 là, mais Ouais. c'est pour faire la comparaison avec sa traction, tu vois. Ouais, sa traction est vraiment bien derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Enfin, bref, On, voilà. on va parler maintenant un peu plus de toi. Donc, tu nous as parlé un petit peu de ta carrière, que tu as commencé à t'entraîner il y a 6 ans en street workout et il y a peut-être 3-4 ans en street lifting. C'est quoi en ce moment tes performances? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu vises pour l'avenir? Parlons un peu de ça. Actuellement, où est-ce qu'on en est? Donc là, pour l'instant, la dernière fois que j'ai tenté des PR, c'était traction. J'ai fait une traction à 70 kg en strict form avec une pause de 2 secondes en bas. J'ai fait une dips à 120 que j'ai repassé très facilement. J'ai fait un squat à 165 kg. Et muscle up, le max que j'avais fait, c'était 16 kilos. Je suis en retard. En fait, dans tout ce qui est traction, tiré, je suis beaucoup plus en retard que sur le poussé. Donc voilà. Maintenant, au niveau de mes objectifs, ici, je progresse vraiment, vraiment très, très vite. Mon objectif pour fin d'année ici, ce serait un back squat à 200 kilos, une traction à 80 kilos, un dips à 135, 130, 135 kilos. Et allez, j'ai tout dit en fait. J'ai tout dit. Un muscle up. Muscle up, j'aimerais bien, allez, 20-25 kilos. Nice. Ce serait bien. En fait, ce que je veux, c'est essayer de rattraper vraiment mon retard au niveau des tractions et des muscle up, car je sais que dans ma catégorie, dans la plupart des gens, je dis pas à l'international, le retard se fait vraiment au niveau des tractions et des muscle up, quoi. Et c'est là que je veux essayer de gratter un maximum de points. Donc voilà. Pour donner une idée aussi aux gens, on va parler aussi un peu de tes perfs en statique et en autres mouvements basiques. Parce que là, on a parlé du street lifting, mais tu pratiques, t'as beaucoup pratiqué en tout cas par le passé, même si maintenant c'est que beaucoup moins de tes objectifs. Mais moi, je trouve ça vraiment impressionnant, c'est que tu restes assez super, assez très, très, assez efficient sur des mouvements plus basiques comme des handstand push-ups, des tractions une main ou des muscle-ups, tu les as encore bien. Même les front pull-ups, je t'ai encore vu en taper une, malgré ton, Euh, ton poids qui ne fait qu'augmenter. Mais il faut savoir, par exemple, tu m'avais fait un 4x10 en handstand push-ups récemment, quoi. Donc oui, c'est vrai. avec ton bodyweight, c'est quand même solide. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes performances en basique aussi? Écoute, il y a un an, je faisais vraiment encore beaucoup de basiques. D'ailleurs, j'étais encore très très sec. Je Ouais, c'est faisais là que 82 kilos sec. Ouais. Bon, je t'avais rencontré à une compétition à Mons et et encore. j'étais vraiment sur le cul en voyant toutes tes performances. Mais encore à Mons, j'avais pris encore du poids. Mais avant, j'avais fait le championnat national en Belgique qui avait déjà eu lieu à Tardelt. Et je faisais 82 kilos sec. Et à ce niveau-là, c'est là où j'étais au top, au plus haut de mes performances au poids de corps. Et c'est vrai que je le sentais, j'étais vraiment à l'aise avec mon poids, quoi. Si vous voulez que je parle un peu des performances, au niveau du statique à proprement dit, j'étais pas énorme. J'avais des front pull-ups, ça oui.
je tenais un bon front d'au moins 15-20 secondes. Mais par exemple, les planches, j'avais quand même un petit problème, par exemple, à tendre mes jambes. Mais tu tapais quand même tu tapais quand même la Stradolo 5 secondes, non? Ouais, la straddle, ouais, je la tapais, mais mes jambes, il y avait quand même un petit souci de Ouais. souplesse. Ouais, non, Ah, bon, je voilà. pense que j'avais jugé ça clean quand je t'avais vu, il me semble. Donc, je me rappelle plus du temps que tu tenais, mais traction une main et tout, tu tapais aussi, hein. Et Ah, handstand, ouais. handstand push-up, tu t'en faisais aussi des lestés, non? Tu faisais handstand push-up lesté, t'avais tapé une sale perf, non? Mais ici, le max que j'avais fait au poids de corps, j'avais fait 22 reps avec le nez qui touche le sol. Et ça, j'étais vraiment hyper satisfait de moi. C'était vraiment un bon objectif. Puis, je m'étais donné un autre objectif, c'était carrément de battre Mr. Handstand, je ne sais pas si vous voyez Mr. H, Ouais. avec ses 40 reps. Et puis, j'ai commencé à 40. prendre du poids. Mon objectif, c'est Mais en continuant à prendre du poids, ce que j'ai fait, c'était. Je me suis plus, comment dire, éloigné du poids de corps et j'ai commencé le lester en handstand beaucoup. Et j'ai réussi à monter à 2 reps à 28 kilos en handstand push-up. Et ça j'étais vraiment. C'est balèze. Donc voilà. Robuste. Ouais, vraiment robuste, ouais. Après, c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire un bon transfert sur le street lifting. Parce que j'avais des bonnes bases avec mes épaules et mes triceps. Ouais, Et clairement. donc voilà. Avec ça, t'as tout ce qu'il faut pour bien commencer le street lifting. Le starter pack du street lifting. Handstand push-up à 28 kilos. Et là maintenant, comment dire, ouais, je me suis vraiment éloigné de ça. Je taffe plus qu'une fois par semaine les handstand push-up. Et encore, je fais un 4 x 5 à 10 kilos. Mais je focus plus vraiment sur ce mouvement-là, quoi. Voilà. Ouais, vraiment focus au street lifting. Donc là, t'es vraiment quasiment uniquement sur du street lifting, beaucoup moins sur les statiques et sur d'autres types de mouvements que tes tractions, tes dips, ton squat, possiblement ton muscle up aussi. Oui. Comment tu structures ta semaine d'entraînement pour travailler tes 3 mouvements de street lifting à la fois? Combien de fois par semaine tu travailles chaque mouvement? Avec quel volume d'entraînement? Donc, si on peut savoir un petit peu comment tu structures ta semaine. On va critiquer ta routine. Écoutez, moi, ma routine, elle est pas dingue, hein. Quand j'ai envie de focus un mouvement, par exemple ici, je vous avoue, ça fait 3 mois que j'avais plus fait de muscle up. J'ai repris il y a quelques jours seulement. Et passer un muscle up, ça a été très dur, même au poids de corps. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai du mal. Mais ici, donc attends, hein. Tu sais répéter? C'est dire ma structure d'entraînement, c'est ça? Ouais, c'est ça, par Ouais, exemple, tu c'est dis ça. dis ta semaine, tu vois, tu dis lundi je fais ça, Donc, mardi. moi, j'aime bien favoriser comment dire, la fréquence. Donc, je mixe beaucoup les mouvements. Donc, par exemple, le lundi, je mixe dips et squats. Et je les retape le vendredi. Je fais muscle up le vendredi, dips et squat à la fin. Je vois vos têtes en mode putain, mais c'est de Non, la tranquille. merde. Bien, Non, bien, non, bien, bien. c'est Non, bien, c'est ok. cool. Mais essaye de faire d'abord lundi, puis ensuite. Donc, le lundi, je fais dips squat. Donc, je fais vraiment en force. Je fais pas plus de 5 reps. Le mercredi, maintenant, je fais tout ce qui est traction force. Donc, vraiment, je fais mon 5x5 en traction. Je fais de l'assistance. Je fais de l'isolation. Et donc, voilà. Après, je détaillerai plus, mais comme ça, je dis vaguement. Le vendredi, comme j'ai dit, je fais muscle up, dips et squat. Et le dimanche, je fais juste un rappel muscle up et des tractions avec élastique pour bosser mon explosivité. Donc voilà. Donc, globalement, c'est déjà super. Ok, De ouais, toute non, façon, on va pas critiquer, mais quand t'as dit, je Oui, vois, hein, je vois franchement, la tête. moi, Non, mais c'est ok, et c'est justement cool que t'aies pas peur de faire sur une séance plusieurs types de mouvements à la fois. C'est quelque chose dont on a parfois peur si on vient de la musculation, mais la majorité du temps, ceux qui viennent plutôt du powerlifting
Ça leur pose pas du tout de soucis de travailler plusieurs mouvements à la fois. Ça peut leur arriver de faire à la fois le bench, le squat et le dead à la fois. Parce C'est qu'ils voient clair. plus ces exercices comme étant des mouvements que comme étant des exercices pour certains groupes musculaires. Donc il n'y a pas de souci, surtout en street lifting avec nos 3 mouvements principaux qui sont en plus assez diamétralement opposés. Il n'y a pas de souci de faire les 2 ou même les 3 dans une seule séance. Et ça peut nous permettre d'avoir une bonne fréquence d'entraînement sur chaque, en s'entraînant pas non plus 6 à 7 fois par semaine. Donc ouais, ta structure, elle est totalement OK. Et ouais, c'est bien de voir que quelque chose de simple peut être efficace et peut nous emmener quand même assez loin. Après, Ouais, clairement. qu'est-ce que je veux dire, ici, j'ai toujours été habitué à. Avant, je m'entraînais un peu n'importe comment et je faisais 3 heures d'entraînement. Donc, j'étais assez endurant au niveau de la longueur de l'entraînement. Donc, ça, c'était vraiment bien parce que j'ai eu un transfert à ce niveau-là, même ici au niveau des mouvements. Quand je tape mon squat après les dips, par exemple, normalement, je devrais être éclaté. Et là, pas du tout. Je sens que je suis vraiment. Je suis paré pour faire mon squat et je me remotive à fond. Donc, ça, c'est bien. Je suis bien sur la longueur de l'entraînement, quoi. Après, dips et squats, ça reste aussi un peu dans le même pattern. C'est du push un peu aussi, donc c'est un peu de la poussée. Ça, Et j'ai essayé de dire. moi, pour avoir testé, je trouve ça vraiment c'est sympa, tu vois, tu sens, c'est vraiment Le pas mal. seul truc, le seul truc qui te dérange, je trouve, dans le fait de mixer les mouvements, c'est l'échauffement, parce Ouais, que je tu prends dois beaucoup de faire temps un. pour m'échauffer. Je prends au moins 20 minutes par mouvement pour m'échauffer. Donc, du coup, les entraînements, ils vont fort en longueur, quoi. Ça peut durer de 2h30 à 3 heures, quoi. Donc, ça, c'est quand même assez long. Surtout avec les temps de repos aussi. Je me mets beaucoup de temps de repos. Ça peut monter à 7 minutes des fois. Donc Ouais. voilà. Ouais, j'ai vu que tu es assez strict là-dessus, donc ça, c'est vraiment bien. Ouais. Je le sens, hein. Avant, je faisais que des 3 minutes de repos. Et ici, j'ai commencé les 6-7 minutes. Et je sens que ça a vraiment un gros impact sur ma récupération lors des entraînements, quoi. Donc voilà. Nice. Euh, Peut-être, dis-nous peut-être une séance type en termes de volume et de fréquence. Donc, tu avais dit jour force, jour force. Donc, jour 1 force en poussée. Jour 2, jour 3 force plutôt en tirage. Mhm. Jour 3, c'était force Jour 4, aussi. Et, deux jours, deux jours. 4 technique. Et jour 4 technique, quoi. Après, si tu es en intensité, c'est normal. Ouais, Mais... en fait, ce qui est bien, c'est que je me mets à chaque fois un jour de repos. Donc, j'ai vraiment le temps de bien récupérer. Je fais beaucoup de siestes aussi. Je maximise au maximum ma récup. Euh, donc, le lundi, oui, je fais force. Le mercredi, je fais force. Le vendredi, je fais vraiment de l'assistance. Par exemple, les dips, je fais des posées de dips. Je fais pas des reps hyper lourdes. Le squat, je fais plus en hypertrophie, donc du 8-12 reps. Les muscle-up, je vois un peu comme je veux. Les muscle-up, je les fais un peu comme je veux, histoire d'améliorer ma technique, tout Ouais, ouais. simplement. Je trouve que c'est bien que tu en aies encore beaucoup régulièrement. Puis ça demande pas, ça demande, ça va pas consommer ta force. Tu maximises ta technique là-dessus et tout, donc c'est pas mal du tout. Ouais. Et que j'allais dire, le dimanche, c'est vraiment un petit entraînement que je fais. Je fais 1h20 max, où je fais quelques séries de muscle-up. Je fais des EMOM aussi, pour taffer mon endurance un peu. Tu peux nous Et décrire ce que c'est qu'un NOM, un MM, pardon, pour ceux qui connaissent pas? ouais, bah, mon accent, il est pas top, mais c'est every minute on 2 minutes, un truc comme ça. Ouais. Et ben, une Ouais. minute. Et du coup, en quoi ça consiste? Mais en fait, à chaque début de minute, je vais faire un certain exercice et le reste du temps qui me reste sur la minute, je vais récupérer et dès que la deuxième minute commence, je fais l'exercice au début de la minute et c'est ainsi de suite en fait. Voilà, c'est-à-dire que sur une période, disons, d'un MM de 15 minutes, tu vas réaliser 15 séries de, disons, 5 tractions peut-être, et voilà, le reste de la minute, tu te reposes. Donc c'est un Ouais. format qui permet d'accumuler beaucoup de volume, et tu utilises ça pour l'endurance, c'est ça? Ouais, ça, ouais, quand même. Ouais. Tu as aussi des Donc, objectifs d'endurance en street lifting? mais ici, j'ai recommencé doucement parce que j'ai augmenté mon poids de corps. Donc ça, j'ai fait aussi pour pouvoir m'habituer à mon nouveau poids. Et ça a fonctionné. Donc on change pas une recette qui gagne. Donc j'ai gardé ça, quoi. Donc, voilà. Nickel.
Il y a toujours le dilemme du coup, en streetlifting et surtout quand on fait pas que de la force et qu'on fait aussi, disons, de l'endurance de streetlifting. Donc on a souvent Peut-être de l'endurance de force. dans en les général. compétitions, endurance de force, qu'on pourrait appeler endurance de force. On a parfois dans les compétitions donc du 1RM en dips, 1RM en traction, 1RM en squat, bien sûr, mais on a aussi fréquemment du max de répétition à 48 kg en dips ou max de répétition à 32 kg en traction. Est-ce que du coup dans tes entraînements, si disons que tu as un jour plutôt force et un jour est-ce que tu fais un plus haut volume d'entraînement, donc des fourchettes de répétition un petit peu plus hautes, est-ce que tu essaies, pourquoi pas, de te cadrer, disons, sur un jour en volume en dips à tester ces intensités-là qui sont les intensités de compétition. Donc, est-ce que sur ton jour de force, bah, tu vas presque le plus lourd possible sur le format du jour, donc pour améliorer ton RM, et sur les jours d'hypertrophie, tu irais possiblement, disons, sur tes dips, dans les eaux du 48 kg. Écoute, franchement, au niveau force, moi, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est chaque semaine augmenter ma charge de travail. Donc, que ce soit de 1,25 kg ou de 2,5 kg, j'essaie d'augmenter à chaque fois, je me force. Même si mon nombre de reps diminue, je sais que si par exemple une semaine, je fais aller sur un 3x3, je fais 3-3-2. La semaine d'après, même si j'augmente la charge, je me dis, allez, il faut que j'essaie de taper le 3-3-3. Et si pas, je rajoute une série, tu vois, où je fais un 2 reps, quoi. Et par exemple, sur l'endurance, ici, ce que je faisais, donc je faisais du 8-12 reps, toujours. Et dès que j'arrivais, par exemple, à faire 10-10-10 avec une charge, j'augmente, et ainsi de suite. Je ne travaille jamais vraiment avec les charges de compétition, en fait. Voilà. Ok, ce qui peut faire sens parce que de toute façon, si tu améliores ton 10 RM en dips et qu'il passe de. Enfin, t'es à combien par exemple, si jamais tu sais, environ En 10 RM, ici, ça fait longtemps que j'ai pu faire. J'ai ou peut-être fait en traction si tu connais. Je sais que j'ai fait 16 reps à 70 kg en dead stop, en dips. Donc, à mon avis, je devrais être à 80, 85, peut-être. Ouais. Je sais Ok. pas. Donc, 85 kg x 10. c'est pour dire qu'en fait, si jamais ton 10 RM là, tu l'améliores de disons 85 à 95, forcément ton max de rep à 48 kg, forcément il va augmenter. Même si ce sera pas un maximum de spécificité. Ouais. C'est vrai que s'il y a une charge donnée, tu fais plus de reps. Ou si à un nombre de reps donné, tu fais plus de charges. Forcément, mécaniquement, ton max de rep à 48 va augmenter. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant, plus proche des compétitions, de tester sur un cycle d'entraînement des Ouais. intensités plus proches des intensités de compétition. Ici, c'est ce que je compte faire en fait avec la NPSC. Donc, ça a discuté encore avec l'équipe, donc avec Alex. Ouais. Mais il y a moyen qu'on fasse une petite démo, donc montrer nos perfs à nous. Et là, ici, j'ai déjà commencé à taffer mes RM. Et à mon avis, vers début janvier, je commencerai à rajouter de l'endurance. Et ici, je focus principalement ma RM surtout en squat et traction. Car pour mon poids, c'est vraiment là où j'ai un gros retard ici en Belgique. Donc voilà, et à mon avis, je vais repartir quand même sur des dips parce que c'est mon move favori Le et c'est péché celui où mignon. je pense le plus, quoi. Donc voilà. Nice, nice. Et Est-ce que tu puis, fais ouais. pendant toute l'année toujours des dips 2 fois par semaine? On sait par exemple que les powerlifters, donc bien sûr qui comme les streetlifters, sont en quelque sorte bloqués sur certains mouvements spéciaux, mais lorsqu'ils sont plus loin de la compétition, ils sont un peu moins spécifiques au niveau du choix de leurs exercices. Ils vont Une off-saison, pratiquer un c'est peu ça moins que de tu veux dire. squats de compétition et ils vont du coup plutôt pratiquer du squat bar haute, plutôt des variantes de fente, plutôt du hack squat peut-être, de façon à éviter les blessures d'usure sur le long terme liées à la pratique toujours d'un même mouvement donné. Et qu'est-ce que tu inclus sur le long terme à l'échelle de ton année, sur plusieurs mois, plusieurs cycles d'entraînement? Qu'est-ce que tu inclus comme variation dans tes entraînements pour peut-être éviter de te blesser et garder de la variété? Ouais, bonne question. Ici, ce que je fais en fait, comment dire, tous mes entraînements, mon programme entre guillemets, je le fais sur 4 à 6 semaines et après je m'impose un deload.
Donc, pendant ce deload, c'est très important parce que ici, je vais expliquer un peu l'histoire. Hein. Ici, pendant tout un temps, donc j'ai augmenté de dingue ma RM en dips, mais j'étais tellement accro à la perf que j'ai continué à forcer, même en ayant trouvé mon RM max. Et je suis descendu très, très, très bas. Et au final, je devais faire un deload, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué pendant 2 mois à forcer dessus. Et résultat, j'avais une douleur à mon pec et ça s'est aggravé. Et non seulement j'avais ça, et également j'étais crevé nerveusement. J'en pouvais plus, quoi. Je me sentais pas bien, j'étais fatigué tout le temps. J'arrivais à la salle, j'avais même plus envie de m'entraîner. Donc voilà, pensez vraiment à faire des deloads, Ouais. c'est important. On en a Moi, parlé dans le podcast qui est sorti hier. Ouais. Donc pourquoi faire un deload? Voilà, écoutez Gwendal. Ah, C'est c'est clair que l'exemple parfait. Donc c'est c'est un parfait, gros. ouais. Mais en fait, on est tellement attiré par la perf qu'on ne prend même pas compte des petits détails qui ont leur importance au final. Hein. Le deload, c'est hyper important, quoi. Et au final, le deload va être nécessaire à te faire performer mieux. Donc c'est ça quoi. C'est une étape pour être meilleur. Donc il faut faire un deload. Ouais, c'est très Même important. si sur le moment l'envie n'est pas là, mais la C'est raison. vrai que c'est agréable, mais après, son deload, on peut le faire de différentes sortes. Hein. Moi, ici, mon deload, Ouais, ouais. je me suis renseigné avant d'en faire. Toi, t'as un Il deload assez fallait... particulier, hein. Donc, De quoi? tu as un deload assez particulier parce que hier on a proposé, ben, nous on pratique les deloads d'une certaine manière, mais toi je sais que tu les pratiques d'une autre. Donc explique-nous un peu comment tu deload. Bon, bah, écoute, normalement, ce que je devrais faire, hein, comme dans le powerlifting, à mon avis, je devrais réduire mes charges et continuer diminuer le nombre de séries, mais faire le même nombre de reps, un truc comme ça, c'est ça, je pense. C'est souvent nous ce qu'on préconise, c'est diminuer l'intensité ou garder la même, donc légèrement. Donc par exemple tu 90%, ou alors tu gardes la même intensité et tu diminues le volume par deux. Donc c'est ce D'accord. qui est souvent recommandé. Donc à la place de faire 5x5, tu fais 3x5, et souvent ils diminuent légèrement l'intensité. Mais ils essaient de la garder haute un maximum. Ça va. Bah écoute, moi ici, ce que je fais comme deload, généralement, je me fais une semaine de deload. Ici, je m'en suis fait 2 parce que j'étais vraiment HS. Mais ce que je fais vraiment du poids de corps. Je retourne aux bases, en fait. Et là, par exemple, c'est là que j'ai recommencé les muscle-up, à bosser vraiment ma technique, parce que ça va. Je sais qu'au final, ça va m'aider dans le street lifting. Donc, je bosse à mort ça, je fais un peu d'endurance, je reprends le cardio aussi. Ouais, non, c'est vraiment du poids de corps. Les skills aussi, je les bosse. Parce que je sens vraiment que c'est du repos pour moi, parce que toute l'année, je fais vraiment que du street lifting. Donc, je sens que travailler sans charge, ça me fait énormément de bien, quoi. Ouais, donc ça peut être une manière intéressante. Là, du coup, ça ferait plutôt une intensité diminuée, à part sur tes skills, parce que tu vas quand même garder une intensité vu que tes skills sont plus challengeants, vu que tu auras moins l'habitude de les faire. Donc Je vais jamais. ça peut être... Ouais, tu vas pas à l'échec non plus, mais ça peut être une très bonne manière d'utiliser le deload, mais le deload, c'est très très personnel, j'ai l'impression. Mais niveau variété des exercices, tu fais Ouais. des mêmes variantes de dips ou je Ouais, crois que tu fais Non, parfois des pauses ou mais tu parlais des handstand push-ups tantôt, donc il gardait une séance de handstand push-ups. Donc ce qui est bien, c'est que tu gardes du vertical. Est-ce que tu fais parfois des military press en te disant ah ça va progresser mon dips? Est-ce que pour les tractions, tu fais parfois du du rowing par rowing? exemple, ou des tirages, ou alors des front lever pull-up dans ton cycle pour être plus fort en écoute, traction? oui, ici, ça fait pas longtemps que j'ai combiné la muscu parce que c'est vraiment pas mal. Voilà, Même comme au niveau exercice des muscu. sensations, c'est vraiment top. Et puis tu sens que, comment dire, quand tu fais du street lifting pur, tu sens que tu travailles vraiment du brut, tu vois, c'est dans le brut. Tandis que si tu rajoutes de la muscu, tu sens vraiment que, comment dire, tes muscles sont mieux, comment dire, je sais pas expliquer, je sais pas si ça va m'aider, mais Tu voulais parler de mind-muscle connection ou... je sais pas si Alors, tu voulais. je pense que tu veux dire que en street lifting, on entraîne un mouvement, alors qu'en muscu, on entraîne des groupes musculaires. c'est ça, c'est ça. Et puis je me suis dit, si l'intensité augmente, je pense que la muscu, ça peut être bien aussi pour protéger mes muscles et m'aider à progresser aussi. Hein. Par exemple, je parle du curl marteau.
pour les tractions. J'en fais beaucoup parce que je sais que ça va m'aider dans mon tirage pour les tractions, quoi, simplement. Ça, voilà. Le rowing aussi, j'en ai fait parce je trouve qu'il y a un bon transfert de force. Mais après, je vais pas à fond dans la muscu non plus. J'en fais pas énormément. On va dire que j'en fais quoi, 30 minutes sur ma séance. Mais bon, voilà quoi. Et tu programmes pas trop ça, tu le fais un peu. Tu aujourd'hui, j'ai progressé sur mes tractions. Je vais commencer à faire un peu de tirage horizontal, un peu de rowing et un peu Non, de non, non. biceps curl pour garder un équilibre ou Tout est tu dis, noté. allez, je vais juste aller pumper. C'est noté, mais tu te dis pas, je vais aller pumper un peu. Non, en fait, moi, je fais vraiment sur trois parties d'entraînement. Donc, je fais d'abord la force, donc le mouvement que je choisis. Ensuite, je fais la partie assistance, donc tout Yes. ce qui va m'aider à rendre plus propre le mouvement et à m'aider sur le mouvement. Et ensuite, je fais de l'isolation, donc pour renforcer les muscles qui sont actifs lors du mouvement, quoi. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que tu entends par assistance, comme choix d'exercice, comme méthode technique? Par exemple, si je prends muscle up, l'exo d'assistance, pour moi, ça va être vraiment les tractions élastiques, je trouve. Parce que ça va vraiment. Moi, j'ai beaucoup de mal, vu que j'ai pris du poids, à récupérer mon explosivité. Donc, ça m'aide vraiment à être en tension continue, en fait, et à bosser mon explosivité au muscle up, quoi. Donc, Et voilà. élastique qui tire vers le bas, quoi. Tu vois, tu mets Ouais, c'est ça. l'élastique sur un kettle au sol, par exemple. Ouais, Pas élastique sur la barre, quoi. Pour ceux qui se demandent. Parce qu'ils disent, oh là, je suis explosif. ouais, pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Donc, voilà. Ouais, ça peut être. Tout le travail là de technique, c'est souvent. Par exemple, c'est des poses pull-up ou des dips aussi en pause, puis des travail explosif. C'est un peu tout ça, tout ça, ce travail accessoire, pas mal utilisé en street lifting. C'est ce qui va vraiment ici, par exemple, le vendredi. Ce que je fais, c'est je fais des pauses, des dips en pause, parce que ça va vraiment m'aider comment dire, mieux trouver la parallèle. Parce que au plus, en fait, moi j'ai eu le souci, au plus je chargeais, puis à cause de mon pec, j'avais vraiment peur, du coup je descendais moins bas, et les pauses à 90, ça m'a vraiment aidé à garder la forme correcte, en fait, hein. Donc voilà. Nickel, nickel. Donc niveau Par training, exemple, on a. ici, ce que j'ai pensé à faire pour les dips, c'est mettre un élastique pour les dips aussi. Parce que j'ai plus de mal, non pas sur le bas de la dips, mais sur tout en haut. Vraiment, quand tu sens que tu arrives en haut, mais que ce moment où tu n'arrives pas à atteindre ton C'est triceps, le lockout, le lockout. c'est Ouais. c'est hyper frustrant. C'est le truc plus frustrant. Tu trembles là aussi. Non! Et puis ça passe pas. La force, elle est là, quoi. Il manque. Ah, c'est clair, hein. Bah, limite, si t'as raté en bas, bah, tu sais que c'est beaucoup trop lourd, mec, ou alors que t'étais cramé, mais là, tu te dis, elle était là, quoi. Ah, enfin Ouais. bon, voilà. Et du coup, niveau travail accessoire, enfin, oui, je trouve que c'est une bonne idée l'ajout de la bande élastique pour le haut du dips. Et tu peux aussi peut-être te dire que il faudrait que tu renforces plus tes triceps avec ton travail de musculation par la suite. C'est ça. C'est le cas, c'est comme ça que tu choisis un petit peu tes exercices d'assistance en musculation. C'est par rapport à Mhm. tes faiblesses sur chaque mouvement. Ici, par exemple, ce que je fais, je m'y connais pas énormément en muscu, hein. J'essaie d'apprendre vraiment au fur et à mesure parce que de base, je suis vraiment quelqu'un qui est hyper fermé sur le street et qui est contre la musculation. Ça fait depuis peu que je me suis vraiment ouvert parce que j'ai réfléchi tout simplement. Et puis, mec, t'es encore jeune, hein, t'as 19 ans, tu vois, c'est ça qu'il Ouais, faut se dire. et c'est maintenant qu'il faut le faire parce Ouais, que ouais, c'est maintenant. Mais si on le fait pas maintenant, après, c'est des blessures qui vont arriver. Tu progresseras pas à la même allure si tu arrives à bien combiner les trucs intelligemment, tandis que si tu le fais comme ça brut, tu vois. Donc, tu disais, rappelle-le-moi, les accessoires. Travail accessoire que tu fais par Je te exemple, demandais comment tu non, choisissais ton travail de musculation en accessoire. ouais. Est-ce que donc le fait que peut-être tu aies du mal au niveau du lockout, du verrouillage sur les dips, ça te met la puce à l'oreille, ça te fait te dire ah ok, il faudrait peut-être plus renforcer les triceps sur la fin de cette amplitude ou peut-être l'abaissement des scapulas qui est aussi un moment de la fin des dips. Ouais. Hmm, ben,
au niveau des dips, je le fais pas vraiment parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, je suis beaucoup plus à l'aise sur tous les mouvements de poussée. Mais par exemple, aux tractions, c'est vraiment là où j'essaie de le taffer le plus. C'est pour ça, par exemple, allez, comment dire? Ce que je focus aussi beaucoup, c'est allez, ce qui aide avec élastique, c'est quand tu arrives en haut de la traction. Ça m'aide beaucoup aussi. Donc, je me force à arriver en haut de la traction, de faire une pause de menton au-dessus pour vraiment apprendre à trouver le bon endroit où poser le menton aussi, parce que ça peut être un problème en compétition. Quand tu vois, parce que j'ai fait quelques compétitions aussi, même au poids de corps, hein. Il y en a beaucoup, ils montent beaucoup trop haut ou ils montent pas assez. Et ça pourrait vraiment aider le haut de l'attraction, en fait, hein. Ouais. Donc, Bah, voilà. là, c'était plutôt un travail technique, quoi, mais nous, on veut savoir travail accessoire. Donc, Accessoire. par, Dis-moi, par exemple, c'est quoi? Parce que je te dis, donc, hein, je comprends par pas. exemple, là, on parlait du dips avec peut-être que l'extension du coude posait problème. Donc, ça serait peut-être pas se dire, ah, je vais faire des petits extensions triceps pour travailler mon triceps, ce qui m'aidera à l'extension du coude. Pour les pull-ups, par exemple, admettons, j'ai du mal à décoller. Peut-être pas comme toi, mais je vais faire des scapulas à pull pour renforcer ma scapula et pouvoir être meilleur en traction. Donc, et là, dans le haut du mouvement, ça serait peut-être ton biceps qui est faible, peut-être renforcer ce niveau-là, peut-être encore la rétraction en haut d'un mouvement. Donc, venir faire de la rétraction ou autre, tu vois. Bah, Tu vois ce que je écoute, veux dire? ce que je C'est un peu ce fais que tu mettrais dans ton travail de musculation. pour les dips, ce que je rajoute comme exo qui fonctionne vraiment bien et que j'aime beaucoup, c'est les extensions triceps à la barre. Donc ça, je sens vraiment que ça m'aide. Je sais pas clairement pourquoi, mais Tu les fais allonger sur un banc? à la poulie, à la À la poulie, à la poulie. poulie. Ah, Non, d'accord, ok. Donc, sur une poulie haute. Ouais, c'est Ah, ça. ok, d'accord. Ok, donc, ouais, donc sur une poulie haute et t'as les bras le long du corps. Et ouais, et c'est justement peut-être un des exercices triceps qui peut être le plus pertinent pour les dips. sur les dips, parce qu'on est dans un angle articulaire, donc particulièrement de l'épaule, qui est semblable à la position qu'on a sur les dips. On C'est pourrait ça, bien en sûr fait. renforcer le triceps avec une position où est-ce qu'on a le coude un peu plus devant nous, ou le coude même au-dessus de la tête. Mais du fait que le triceps soit un groupe musculaire polyarticulaire, donc du fait de la longue portion qui s'insère sur la scapula et non pas sur le haut de l'humérus, de l'os du bras, le positionnement de l'épaule lorsqu'on renforce les triceps, c'est important. C'est important de vraiment renforcer l'amplitude spécifique au mouvement qu'on cherche à travailler. Donc je pense que pour améliorer le dips, c'est très pertinent ce que tu fais, donc de réaliser des extensions triceps sur une poulie haute avec les coudes le long du corps, parce que ça ressemble vraiment au dips. Mais c'est justement ça que j'ai vraiment cherché à faire. En fait, d'abord, je me suis dit, j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce qui est utilisé pendant les dips, tu vois, donc j'ai fait normal les triceps, les pecs. Les épaules, je les fais pas parce que c'est vraiment, j'ai un point fort à ce niveau-là avec les handstands. Et vu que je continue les handstands en parallèle, j'en ai pas vraiment besoin. Directement, j'ai testé plusieurs exos pour les triceps. J'avais essayé, je sais pas si vous voyez, genre vous êtes couché sur une barre à faire des extensions triceps. Ouais, barre au front, ça s'appelle, ouais. Ouais, c'est Skull ça, un crusher en barreau, anglais. mais au poids de corps, je sais pas si vous voyez. Ah Ouais, oui, ok, t'es très t'es bien. comme en pompe, par exemple, et tu viens faire Ouais, toutes ces extensions la aux Hannibal anneaux. Burger. Ça, c'est le feu. Sur les anneaux, pour moi, c'est un Je des meilleurs faisais, exercices pour l'hypertrophie du triceps. je faisais ça et puis j'ai testé avec les cordes aussi en extension triceps. J'avais une bonne sensation, mais je retrouvais pas la même que je ressentais au dips. Donc j'ai testé avec la barre et là ça a vraiment été même au niveau de ma force, je sentais que par exemple si je faisais avec la corde, je savais pas, je mettais quoi, la moitié de la machine. Et je sais pas pourquoi avec la barre, j'ai réussi à mettre toute la machine, même plus, alors que bon, c'est des parts différentes du triceps, hein, j'en prends bien compte, mais ça, c'était vraiment la sensation qui se rapprochait le plus des dips, quoi. Donc voilà. Celui-là, c'est vraiment mon exo que je garde pour les dips et ça fait vraiment des sensations de malade, quoi. Ok. Ensuite, ce que je fais comme comme deuxième exo en fait d'isolation, mais j'en fais que deux. Il y a des fois, je fais du bench aussi pour assister, mais sans plus.
parce que je sens que si je fais du bench après mes dips, ça fait trop sur mes pecs. Ça va impacter ta récupération aussi. Et tout. Et donc, je fais du pec fly, je sais pas si ça se dit comme ça, à la Ouais. poulie. Ouais. Chest fly, pec fly. Chest, ouais, chest fly. Pec fly, c'est bon aussi. Ça. Donc, je fais ça vraiment pour étirer aussi mes pecs, parce que sinon, je sens que je suis renfermé vers l'intérieur et c'est incroyable. Et puis même pour ce que j'ai eu à mon pec, c'est ça me fait du bien, quoi. Donc Ouais, voilà. c'est nickel. Et dans le même registre travail accessoire, est-ce que tu fais beaucoup de réhab, donc la prévention de blessures? Est-ce que tu travailles un petit peu tes rotateurs externes de l'épaule? Est-ce que si tu fais beaucoup de street lifting et tout, tu es quand même très à risque de ce genre de pathologie. Donc, est-ce que tu renforces un petit peu tout ça? Euh... Comment dire? Mec, Moi, écoute, pourquoi c'est je pas fais étonnant que ton pack a pris cher? maintenant, ce que je fais vraiment pour prendre soin de mon pec, parce que ça pouvait plus continuer comme ça, je fais vraiment, avant mon entraînement, j'étire un minimum mes pecs. Je fais avec une balle de massage aussi, là où j'ai ma douleur, et je sens que ça me fait vraiment du bien. C'est pour ça, cet échauffement-là, il dure 20-30 minutes, parce que je sens que ça me fait énormément de bien, et quand j'arrive sur les dips juste après ça, c'est juste incroyable. Donc ça, je fais ça juste pour les dips. Les autres mouvements, je m'échauffe normalement. Pour la récupération, avant, je faisais du stretching. Je faisais du rouleau de massage aussi. Et je récupérais dans ma piscine. Donc voilà, c'est tout ce que je faisais à côté pour la récup, quoi. Ouais, c'est vrai que je t'ai déjà utilisé le massage gun de Albert. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça le fait. Ouais. Donc tu faisais pas de travail, par exemple, bande élastique, venir faire des rotations externes comme tu as vu peut-être en prépa physique, ou alors tu faisais pas des petits travails de scapula, rien du tout. Ouais. Bah, Rien du tout. je pense que tu bénéficierais pas mal de faire quelques exercices, mais puisque déjà pour éviter les blessures et pour améliorer certaines performances, pour garder un peu tes épaules en bonne santé, et ça pourrait vraiment t'aider à être plus performant. Donc il y a certains types d'exercices qui vont aider à, après une séance push ou d'autres qui vont plus t'aider après une séance pull. Ouais, par Tu pourrais les exemple, retrouver. est-ce que tu as un exemple d'exercice? Tout de suite, par exemple, par exemple, tu mets un rouleau d'automassage sur un mur et tu viens monter un petit peu tes omoplates, comme ceci. Donc, tu vas Mhm. travailler, en fait, tu vas beaucoup, tu vas un peu travailler sur le dentelé antérieur. Ça va Ouais. être un fixateur d'omoplate. Et donc, ça va devoir. C'est un exercice, c'est un type d'exercice comme ça. Ou alors, par exemple, beaucoup pour les tractions, tout ce qui est par exemple avec un bâton où tu viens faire des tractions comme ceci, tu vois. Ça, c'est plus des exercices spécifiques au calisthenics qu'on a découvert récemment en allant au workshop de Daniel. Mais sinon, ce qu'on avait beaucoup vu, par exemple, donc tu prends un haltère et tu viens juste faire des rotations externes de l'épaule. Hop, en Ouais. fait, tu t'envoies du sang à l'arrière de l'épaule, tu fais de la congestion. Ou alors tout ce qui est l'oiseau inversé en musculation. Ah, tu veux Tu vois, de par l'oiseau exemple inversé. Ou alors ouais, utiliser des bandes élastiques et venir tirer vers l'arrière. ouais, Tu vois. c'est un échauffement, c'est comme un échauffement musculaire en fait. C'est un peu, ouais, Avec il y en a qui font ça un peu en échauffement, mais c'est souvent en échauffement, tu fais peut-être une série, et en fin de séance, tu fais beaucoup de répétitions comme ça. Ouais, ouais, je vois. Ouais, je connais pas mal de personnes qui font ça, mais j'ai jamais vraiment essayé en dehors de l'entraînement. Maintenant, en échauffement, je fais beaucoup d'élastique. Ça, oui, mais c'est tout, quoi. Sinon. Ah, ok. En fait, c'est dur de quantifier ce que va apporter la réalisation d'exercices dits de préhab, Ouais, tu sais donc pas. qui étaient plusieurs exercices que décrivait Alexandre. C'est dur de quantifier et de vraiment savoir sur le long terme si ça t'a aidé ou non. Parce que si tu t'es blessé, bah, tu peux te dire ah bah ça n'a rien changé. Et si jamais tu t'es pas blessé, bah tu sais pas si en n'ayant pas réalisé ces exercices-là, tu aurais été blessé, oui ou non. Ça peut être Ah, pertinent d'en rajouter par sécurité. Et au cas où tu ne sois pas blessé, que tu ne penses pas, que tu sois prone aux blessures,
faut plutôt le voir comme un moyen d'optimiser tes performances en travaillant sur tes points faibles, sur tes déséquilibres. Il y a des exercices qui sont plus ou moins spécifiques à certains mouvements que tu travailles. Donc pour un street lifter, ce que je recommanderais le plus, ce serait les scapula pull-up, donc qui consiste simplement à travailler sur l'abaissement et la rétraction des scapulas au début d'une traction. Donc c'est un exercice qui peut se lester aussi très facilement et qui va aider ton démarrage en traction. Et un autre exercice qui serait intéressant d'inclure, ce serait peut-être des shrugs inversés en dips. Donc où est-ce que ici également on travaillerait sur l'abaissement des scapulas, donc des omoplates, en position haute du dips, bras tendu, parce que ça aiderait à la fois pour le lockout et aussi pour protéger tes épaules sur le long terme. Et il y a une grande variété d'exercices qu'on peut inclure dans des objectifs de prévention des blessures, malgré que la majorité de la prévention des blessures, ça a avant tout une bonne gestion de ton volume d'entraînement, de ne pas souffrir de blessures d'usure pour un manque de variation des mouvements et des choses du genre. La majorité du temps pour la récupération, et on en avait parlé avec Alexandre sur le dernier podcast, parce qu'on avait une question sur la récupération et le déload. La majorité du temps, pour mieux récupérer, c'est plus supprimer quelque chose que de rajouter quelque chose. Mais il peut y avoir de la pertinence dans l'ajout d'exercices dits de préhab. Ouais. Donc, nickel. Ma manière d'entraînement, elle est pas optimisée. Je réfléchis au fur et à mesure. J'apprends aussi beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui pourraient permettre d'améliorer et d'atteindre une performance beaucoup plus élevée. Hein, ça, c'est sûr et certain. Clairement. Bah, tu vois, c'est encore une discipline jeune, hein, le street lifting. Donc, et puis, nous aussi, on est encore assez jeunes dans l'entraînement. Donc, il y a encore pas mal de choses à expérimenter, voir, tu vois, il y a des trucs recommandés, mais t'es pas obligé de le faire non plus et tu peux t'en passer. Et puis, mais bon, voilà, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour penser aussi à sa santé sur le long terme et d'autres choses aussi. C'est clair. Donc, on va te poser une autre question. Donc, à quoi ressemble ta nutrition? Donc, si on te suit sur Insta, on peut voir que par moment. Et puis, et puis t'as fait une petite vidéo, un vlog. Là, on a vu un peu ce que tu mangeais vite fait. Mais... Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ta philosophie sur la nutrition? Il fut un temps, je faisais une diète. Et encore, je faisais juste attention à ce que je mangeais. Mais là, ici. C'est quand tu faisais 82 kilos? Parce que là, ouais. t'avais une shape mais de malade. Alors, franchement, j'avais vu avec les photos que j'avais vues l'autre fois. Wow. Impressionnant. J'étais bien sec, mais après, j'ai plus jamais eu ce body-là. Je l'ai plus jamais eu. Je l'ai eu. Ouais, c'était il y a 1 an. Et là, maintenant. Et quand tu étais sec à ce moment-là, tu venais de plus haut ou alors tu venais de plus bas? Donc, est-ce que quand tu étais à 82 kilos, tu étais passé par 90 kilos et puis tu as séché? Ou alors, est-ce que tu étais à 70 kilos et tu as pris que du muscle sec jusqu'à 82? Et j'ai toujours pris du poids, moi. Je suis jamais redescendu. Donc voilà. Donc, tu Et étais un ma peu diète, dans ta phase d'hypertrophie de novice et t'es arrivé hyper sec à 82, quoi. c'est ça, quoi. Ouais, non, j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là. C'est que j'ai vraiment pris de la masse en restant sec. Et j'ai su le faire jusqu'à 88, 80, 89 kilos. Et après, c'était fini, quoi. Ouais. Après, le body fat augmentait un peu trop. Après, je suis parti en mode strongman. Bah non, mais là on dit ça, mais ça va encore, quoi. Mais on va dire pour un street lifter, un un pratiquant de calisthenics, ça commence à être un peu fat. Pas fat, mais voilà. Si tu fais uniquement de street lifting et Ouais. même plutôt du 1RM, ça pose pas vraiment de souci. Hein. C'est comme si tu étais un powerlifter qui était au-dessus de la plus haute catégorie possible. Mais si jamais tu as des catégories que tu aimerais atteindre pour optimiser ta compétitivité, ce serait malin de descendre par moment
Si jamais là, donc t'es à combien, 97 peut-être? Là, ouais, non, ouais, 97, ouais. Si là t'as 97, si jamais il y avait une catégorie qui serait à 90 ou 95, ce serait peut-être intéressant de descendre juste pour être plus compétitif et pas être en compétition avec des mecs encore plus lourds que toi qui auraient des encore plus grosses perfs. Et ça te permettrait d'optimiser un petit peu ton rapport perf sur poids. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas Je encore pense beaucoup de catégories de que poids. là, Oh, ça bug. ouais, là, je pense que je pourrais descendre à 95, 93 sec. Et là, je crois que je serai top, à mon avis, pour performer, je pense. Peut-être qu'à l'avenir, on aura des catégories de poids en street lifting. On aura peut-être du moins de 92, du moins de 83. Donc on verra. C'est clair. Mais peut-être que ça va, avec le temps, on espère que ça va arriver, hein, pour être plus équitable. Non, Donc voilà, niveau nutrition, donc donne-nous vite fait une journée type, peut-être. le matin, je mange sandwich avec du beurre, du chocolat, des pépites. Nice. Des bons carbs, des bons fats. À midi, je mange. Ça dépend en fait. Ça dépend. Je mange que mes parents me préparent et voilà quoi. Moi, je t'ai déjà vu manger, tu mangeais du riz et des hamburgers, donc ça allait encore. Et puis, je t'ai vu manger des tartines, quoi, avec fromage jambon, je pense. Mais t'avais quand même pas mal de protes et tout, donc au final, moi, je trouvais. Et puis, le riz avec les steaks, donc c'était encore assez équilibré, enfin, je trouve. Mm-hmm. Je vais revenir. Je reviens dans 2 minutes, les gars. Je vais vite régler un truc, mais je suis là dans 30 secondes, ça va? Ok, on va faire une minute de pub podcast. On va mettre une petite musique là. On va mettre le jingle. À bientôt quand on aura nos marques de pub et tout. Tu vois, il y aura. Ça sera Calisthenics Science Podcast, sponsorized by. Millions d'euros. Et t'auras tous nos sponsors. Non, pour l'instant, on ne prévoit pas de sponsors. Non, ouais. Peut-être. Ou alors on fera genre réalisé par. Et puis, pas mal de lumière. Puis même là, pour l'instant, dans le street, il n'y a pas grand-chose comme sponsor, hein. Tu peux avoir des sponsors de vêtements, peut-être. Ouais. Et encore. Après, j'ai pas envie d'être sponsorisé par une marque de compléments parce que ça induirait que l'idée sous-jacente serait que je pense que le complément soit important, mais non, absolument pas. Mais nous, on va devoir en trouver pour la compétition, justement. Donc là, on va quand même faire appel à des marques pour essayer de financer cette compétition. Parce que juste le prix de la participation va pas le faire. Ouais, surtout qu'on aimerait bien avoir une structure de dips vraiment solide. Ah Je sais ouais, pas si t'as déjà vu, dans la SWAT team, là, ils ont une structure de dips de dingue. Ouais. Et nous, à la boxe de CrossFit, il y a pas de. En CrossFit, ils font pas de dips. Malheureusement. Il y a rien du tout. Et donc là, on doit se débrouiller pour avoir deux structures. Et une structure comme eux, ça revient à 2000 euros. Et on aimerait bien. Et des autres structures, ça revient assez cher aussi. Donc là, on essaie de réunir pas mal de fonds pour pouvoir se payer ça. Alors, au moins, ce sera un investissement. Ouais, c'est ça. Si on veut vraiment faire une la team des compétition All-Ball. solide. La SWAT team, la dips. Donc là, on est en train de se ouais. 2400, 2200 balles. Ouais. Sans Ortega. Ça va faire. On a intérêt à trouver des bons sponsors. Tu vois, on se disait, on parlait de sponsors pendant que tu n'étais pas là, on disait, on parlait de sponsors pour le podcast, mais nous on cherche des sponsors pour notre compète, donc il faudra. Ouais, non, mais je pense qu'il y a moyen de récolter quelques bons sponsors. Donc voilà. Donc pour revenir, je reviens sur la nutrition. Ah ouais. Donc ouais, ce que j'essaie de faire en fait à midi, c'est que j'essaie de me bourrer de glucides un maximum, comme ça pour l'entraînement, je peux bombarder à mort. C'est tout. Mais après, je mange ce que je veux en fait. Ouais. Ah, tu manges plus de glucides avant l'entraînement qu'après? C'est ça. Ouais. Au soir, je mange juste
à ma faim ce que j'ai envie de manger, je mange ce que je veux, voilà. Mais Moi, j'essaie toujours de manger des trucs bons, hein, mais j'ai ouais. pas de diète spécifique, quoi. Mais ça reste la cuisine de papa-maman et relativement, c'est quand même assez sain, quoi. Yeah, baby! Et tu manges bien, quoi. Ils te nourrissent bien. C'est ça. Et ok, ouais, nickel. Après, Ouais, parce qu'il faut- c'est pas mal aussi de manger beaucoup de glucides avant l'entraînement. Même si il y a souvent, on disait carb backloading aussi, mais si tu les manges avant l'entraînement, ça te permet vraiment d'être bon aussi, quoi. C'est pas mal. Ouais, souvent, enfin, il y a un peu les deux écoles, hein. Il y Ouais, a ceux il y a qui les deux écoles. privilégient les carbs, donc les glucides, pardon, plutôt avant, d'autres qui privilégient plutôt après, parce que l'entraînement en résistance, donc que ce soit les musculations, le street, le powerlifting, tout ça, l'haltérophilie, c'est assez peu demandant niveau glycolytique, donc ça consomme assez peu de glucose, ça consomme même en général assez peu d'énergie, donc il n'y aurait pas besoin de consommer beaucoup de glucides pré-entraînement, si ce n'est les moindres glucides pré-entraînement, si vous êtes habitué à vous entraîner en ayant quand même consommé peu de glucides au préalable. Et par contre, il y a l'avantage en ayant consommé plus de glucides post-entraînement, potentiellement d'améliorer la récupération et de refaire plus facilement des réserves de glycogène, parce que après l'entraînement, on synthétise plus de glycogène synthase, qui est une enzyme pardon, qui permet la resynthèse du glycogène, donc des stocks de glucides dans le muscle. En plus d'avoir le bonus de nous faciliter la prise de plus de calories post-workout et sur les repas qui suivent, ce qui pourrait être intéressant pour la récupération et les gains musculaires. Mais les deux fonctionnent et de toute façon, c'est pas ça qui va changer grand chose, à moins que tu t'entraînes 2 fois par jour. Le timing de ta consommation des nutriments va pas impacter grand chose. C'est ça. Non, ça au niveau des trainings, non, je force à faire un training, même si deux, ça me dérangerait pas, mais ce serait plus pour me blesser, à mon avis, que pour performer, quoi. Donc voilà. Ok, ok. Ouais, donc on a fait un peu le tour de toutes les questions, je pense. Ah ouais, non, je voulais te... Ah si, non, non, il y avait encore une question ou deux. Bah non, on en a quand même déjà bien traîné. En fait, on en a quand même pas mal parlé pendant le podcast, hein. Je pense Ouais, que pas de souci, on peut encore. C'est bon, hein, y a c'est pas bon. de souci. Hein. Donc, Ouais. je voulais te demander une question. Donc, comment est-ce que tu es passé comment est-ce que tu as monté ton dips de 90 à 120 kilos en très peu de temps? Tu parlais que tu avais été assez spécifique à ce niveau-là. Dis-nous-en un petit peu plus. Bah écoute, déjà, je pense que c'était surtout un problème au niveau mental, enfin psychologique. J'arrivais pas à passer le cap des 100 parce que c'était 5 plates et je me disais, purée, le cap des 100, c'est quand même un cap. Et puis, c'est à force de rester avec ma team qui me demandait de tester, tu vois. Puis, il y a eu la course aux 100 kilos aussi, parce qu'il y avait moi, il y avait Hugh aussi, mais il y en avait un autre de ma team qui était près des 100 kilos. Et du coup, il me disait, ouais, mais c'est pas normal, pour ton poids, tu devrais être beaucoup plus haut. Surtout que tu continues à prendre du poids, tu dois pas hésiter à charger et tout. Et puis, comme ça, un jour, j'ai décidé, j'avais fait d'abord à 85 kilos, j'avais fait quelques reps, et puis je me dis, purée, mais si avec autant de reps, je fais pas 100 kilos, c'est pas normal. Et du coup, j'ai testé 100 kilos, elle est montée comme ça. Puis, 2 semaines après, je me suis dit, allez, je tente 105, hop, elle est passée. 2 semaines après, 110, c'est passé. 2 semaines après, 115, c'est passé. Et ainsi de suite, quoi. Et pendant allez, en 6, 8 semaines, ouais, un truc comme ça. En pas beaucoup de temps, hein. Non, à mon avis, plus que ça, mais toutes les 2 semaines, j'essayais de rajouter Et, 5 kilos et ça faisait. et Franchement, c'est. tu faisais un maxi tous les 2 semaines et la semaine d'après le maxi, tu faisais un peu light ou tu faisais Non, continuais, plus grossier? je faisais toujours du 5x5. J'ai fonctionné sur le même structure, 5x5, et j'augmentais chaque semaine mes charges et mon corps, il réagissait bien. Ok. Donc voilà. J'ai amélioré ma forme au dips aussi parce que je descendais beaucoup trop bas sur mes dips. Du coup, j'ai réduit l'amplitude pour être tout pile à 90 et ça a tout changé. Donc voilà. Et au niveau des autres mouvements, alors t'as sacrifié un petit peu d'autres mouvements sur le côté, tu les as mis un peu en stand-by. Les pull-ups, Bah, toi, tu les continuais quand même? j'essaie vraiment de focus
les dips, parce que c'est vraiment celui que je voulais progresser de ouf. Et donc, ouais, j'ai mis un peu moins d'intensité sur les autres exos. Et celui-là, c'est vraiment celui où je donnais tout, quoi. Donc voilà. Nice. Bon, ok, nickel. En ce moment, ce que je fais ici, je focus beaucoup le squat. Parce que comme en compétition, tu peux le voir, ceux de ma catégorie, c'est ceux qui balancent des gros squats. Et du coup, c'est ce que je focus le plus pour l'instant. Après, ouais, traction, ça va. Je sais que ça va moins vite, ça vient moins vite que le squat, ça c'est clair. Mais je focus quand même un peu. Mais la traction, c'est ce qui est le plus chaud, quoi. Ça, c'est clair. C'est toujours- Et donc, ouais, c'est vrai que tu es beaucoup plus doué en poussée et on sait que t'as vraiment été super bon en handstand push-ups aussi, vraiment solide. Comment tu as fait pour être aussi bon? Et est-ce que ça t'a aidé aussi à réaliser des meilleures planches? Parce que je pense que tu as eu la planche sans trop t'entraîner, tu m'avais dit. Et Ouais. comment expliques-tu un peu ce transfert de handstand push-up à la planche? Je sais pas vraiment l'expliquer, c'est juste que les handstand push-up, je les taffais un jour sur deux en fait. Et tout le temps, à tous mes trainings, je les tapais en fait. Et c'est à force de faire que c'est venu, hein. Il y avait un jour où je faisais en endurance, et un jour où je faisais plus en technique, et un jour où je faisais plus allez, en lesté. Et c'est au fur et à mesure qu'en augmentant l'intensité et tout, bah, c'est là Tu que les, j'ai performé, quoi. tu les bossais directement dès que tu as commencé le street ou tu avais déjà une petite base de certaines reps avant? Et Le après, handstand, c'est le premier move que j'ai essayé ah ouais. d'apprendre. Donc dès que tu as commencé le workout, tu as commencé par du handstand direct et Du handstand. Et t'es devenu à côté, je faisais du set and rep, hein, mais un peu. j'ai Ah commencé ouais. directement le handstand, quoi. Ça, c'est bien. C'est Ouais. le mouvement que je trouvais le plus stylé, quoi. Ouais. Parce que beaucoup de débutants font exclusivement du set and reps ou alors ils passent même pas par cette étape-là, ils font que des figures. Mais c'est vrai qu'avoir incorporé le handstand directement tôt dans la pratique, c'est une très bonne chose. Et puis, et donc, tu as facilement réussi à débloquer ta première handstand push-ups. Euh, je dirais que c'est surtout avec ma façon d'apprendre le handstand que j'ai débloqué mon handstand push-up. Je l'avais mis dans ma vidéo Ouais, YouTube. ouais, c'est ça. Moi, je trouvais ça assez particulier comme méthode. Donc, tu peux nous expliquer Mais un peu. je démarrais en fait du sol et je faisais simplement une montée en force. Et du coup, ça m'habituait déjà à être en position d'handstand push-up. Et je renforçais mes épaules et mes triceps en même temps. Et voilà quoi. Ouais, donc c'est à la dure, quoi. Je trouve ça pas mal comme méthode. Comme un barbare, hein. J'ai taffé comme un barbare dessus. Tout le monde pourrait pas se permettre de faire cette progression-là, mais donc c'est intéressant. Bah, je pense, chacun pour le handstand a sa méthode de l'apprendre. Il y en a beaucoup qui l'ont appris avec élan. Il y en a, ils l'ont appris contre un mur. Moi, je l'ai appris en force. Et c'est là où je me sentais beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal après avoir fait en force parce que j'ai essayé plusieurs fois avec élan et j'arrivais pas du tout. Et il y avait plus qu'en force où j'arrivais à le tenir, quoi. Euh, Chacun a ses entrées pour entrer, mais il faut essayer de les varier. On en a parlé dans le podcast avant. C'est Donc, ça. ouais, nickel. Et donc, et après, tu t'es dit, je vais bosser un petit peu, j'ai vraiment bien augmenté mes handstands. Je vais bosser un peu la planche. Est-ce que tu as bossé la planche longtemps? Est-ce que tu l'as bossé en parallèle des handstands, par exemple? Oui, il y a eu un moment, hein, où j'ai combiné. En fait, j'ai eu plusieurs phases. J'ai fait la phase set and rep. J'ai fait la phase set and rep statique. Et j'ai eu une phase où je faisais set and rep statique et street lifting. Et donc, j'ai combiné les trois. Et c'est au fur et à mesure que je me suis éloigné. Et c'est là, quand j'ai combiné les trois, c'est là où j'étais à mon meilleur niveau, quoi. Et ce que je faisais, oui, je faisais du spécifique sur les planches. Donc, je faisais beaucoup avec élastique. Je fonctionnais beaucoup avec les élastiques. C'est là où j'ai progressé le plus. Et bizarrement, j'avais plus de mal à travailler en straddle qu'en full. Ça, je sais pas pourquoi. J'étais beaucoup plus à l'aise. Donc, donc voilà.
T'avais plus facile en straddle qu'en full? Non, j'avais plus facile En full, full. ouais, ok, Je me sentais beaucoup plus à l'aise en full qu'en straddle. ouais, ok, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais je sais pas pourquoi, mais le fait d'écarter les jambes, en fait, je me concentrais beaucoup plus allez, sur mes épaules plutôt que sur mes jambes. Et du coup, j'arrivais pas à tendre mes jambes correctement. Et c'était vraiment une forme dégueulasse, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai stoppé ça aussi. Ça marche, ça marche. Allez, nickel. Donc, je pense qu'on va bientôt arriver à terme. Donc, globalement, je pense que on peut voir que tu as quand même une certaine logique dans ton parcours de street workout, calisthenics, street lifting. Je trouve que tu as une bonne approche, tu as posé les bases directement, tu restes cohérent dans tes choix, tu as fait pas mal de bonnes choses, tu as eu un très bon parcours. Même encore maintenant, parfois on peut voir qu'il y a ta routine est pas parfois structurée. Enfin, si, tu sais, c'est structuré, mais parfois il y a un détail ou deux qui sont peut-être moins là, mais globalement tu fais super bien les choses. Donc c'est pas pour rien que tu en es là aujourd'hui et que tu arrives à être bien performant et tu t'améliores de plus en plus à l'avenir. Donc je pense que c'est bien. Si tu avais, on va peut-être finir une introduction parce que peut-être qu'on va avoir plusieurs invités sur notre podcast. Et donc peut-être un truc cliché, on va peut-être trouver autre chose. Si tu pouvais revenir quelques années en arrière et donner un petit conseil au Gwendal qui débute, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que Euh, tu changerais? Qu'est-ce que je pourrais me dire? Franchement, j'aurais dit de commencer. Ah, purée, c'est dur hein, comme question. Tu pourrais dire, C'est dur. tu pourrais dire rien à dire, j'ai bien fait les choses. Le mec, Oh non, non, ça non, bien sûr, il y a toujours un de truc d'office qui est. m'améliorer. Si là maintenant, moi, je me vois 5 ans plus tard, je sais que plus tard, je me dirais putain, mais j'aurais vraiment fait de la merde, quoi. Ouais, Tu vois? d'office. Là maintenant, ce que je dirais, c'est faire les jambes, quoi. Faire Ouais, les jambes. skip Et pas les jambes, avant, quoi. C'est vrai. j'avais des jambes de poulet, mais genre vraiment de poulet. Et le haut du corps était hyper développé, mais il n'y avait rien en bas, quoi. Du coup, je pense que j'aurais pu le changer beaucoup plus tôt. Et même penser à ma structure, tu vois. Je me serais dit, pense à mieux structurer Ouais, ce sera et plus logique. ça aurait été mieux, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose que je me serais dit, quoi. Ouais, nickel. Après, si les gars, si vous avez des... Là maintenant, ce qui pourrait être intéressant, ce serait que vous disiez qu'est-ce que vous trouvez qui cloche dans ma structure, qu'est-ce que vous penseriez pouvoir améliorer, et même pour moi, ce serait intéressant. Ça serait vraiment top, quoi. Donc dites-moi un peu, qu'est-ce que... Ouais, Si vous avez le time. ça risque de durer un petit peu, beaucoup plus, vachement plus longtemps. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être le critiquer dans une routine ultérieure. Ou Ouais. alors, Parce que on en aurait pour pas mal de temps. ouais, On aurait beaucoup de choses à dire. il y a plein de trucs à dire là. Enfin, pas plein de trucs, mais On pourrait faire, en faire un épisode, même un complet. épisode à part, un épisode de 20 à 25 minutes où on traite juste de ça, un épisode de podcast un petit peu bonus. Ou alors faire l'épisode 2, tu vois. Ou faire l'épisode 2, le retour de Wendell, 3 mois après. Est-ce Mais qu'il ouais, a-t-il passé les 140 en dips? ce serait une bonne vidéo. Genre, on serait tes coachs pour le Raw de tous 150. Bah, franchement, les gars, moi je dis pas non. Hein. Si vous savez me dire ce qui va pas, moi, justement, je suis là pour apprendre. Je suis en apprentissage constant. Je suis jeune. Si j'apprends les bases dès maintenant, ça peut être Après, beaucoup mieux, quoi. après, tu vois, ici, globalement, tu nous as dit le truc. Il n'y a pas un truc qui va pas, quoi. Tu vois, si limite, si on avait vu un truc complètement aberrant, on Ah aurait oui, dit non, stop, là, voilà. si c'était Mais immonde, voilà, t'aurais pas dipsé 120. non, ouais, franchement, je trouve que là, de ce que tu nous as dit, c'est déjà super. Il y a pas le meilleur programme non plus. Donc, déjà, ce que tu nous as fait, il y a peut-être un truc ou deux qu'on changerait, un exercice ou deux qu'on, que chacun de nous aurait peut-être incorporé. Mais voilà, là, c'est déjà super et on va pas. En soi, On pourrait il y dire, a, on pourrait donner des pistes d'amélioration, mais ça va, il y on a- pourrait le faire dans un prochain épisode. il y a une chose que je pourrais demander, un conseil, c'est est-ce que vous auriez un seul exercice
si vous pouviez donner un seul exercice pour améliorer la traction, qu'est-ce que vous direz? Ah, c'est dur, hein. En fait, donc ça dépend du point faible de chacun. Ça dépend, parce que ça peut être aussi simple que simplement augmenter le volume d'entraînement sur les tractions si jamais tu t'entraînes très peu en traction et que tu aurais des capacités de récupération bien plus conséquentes. Mais si on doit donner un exercice autre que la traction, de 1, ça dépendrait de ton point faible. Mais si on doit en donner plusieurs qui seraient tous intéressants dans des cas différents, ce serait peut-être de jouer avec des scapula pull-up dont on parlait plus tôt pour le préhab, d'intégrer, et tu le fais déjà, différentes variantes de curl, parce que bien que les biceps soient déjà très bien stimulés lors des tractions du fait que ce soit un bon exercice pour l'amplitude de la flexion de coude et pour la relation tension-longueur qui met beaucoup de tension et une tension presque optimale sur les biceps lors des tractions, on bénéficie quand même de l'ajout de curl à côté pour sans arrêt renforcer cette composante-là du mouvement. Donc on pourrait donner du curl, on pourrait donner des scapula pull-up et aussi différentes variantes de rowing pour plutôt du travail au niveau des trapèzes qui améliorerait la stabilité de tes scapulas, ta rétraction en haut du mouvement, ton abaissement tout au long du mouvement aussi, et qui permettrait peut-être d'obtenir toujours une meilleure hypertrophie au niveau du grand dorsal, donc toujours des gains de muscles supplémentaires au niveau du grand dorsal, parce que les variantes de rowing et de tirage vertical complètent très bien les tractions, les tirages verticaux, du fait que la tension sur un rowing soit maximum lorsque tu as le bras le long du corps, alors que sur une traction, la tension maximum, mécaniquement du moins, est conséquente lorsque tu as le coude devant toi ou un petit peu sur le côté. Donc trois exercices intéressants pour les tractions. Donc en dehors de la traction elle-même, ce serait le curl, les scapula pull-up et le rowing. Mais encore une fois, ça dépend de ton cas, de comment tu programmes ça, etc. Ça va. Impeccable. Et toi, Alex? Moi, globalement, je suis assez, j'aurais dit un peu comme Morgan. Peut-être dans les scapula pull-up, je parlerais même de sternum chin-up. Donc c'est une scapula pull-up exagérée. Donc c'est encore plus en scapula. Et tu es souvent peut-être sur une prise neutre. Et tu viens vraiment, le nom l'indique, toucher avec le sternum la barre, quoi. Donc j'imagine bien ma position. Vadim, il l'avait fait, non? C'est possible, c'est possible. Vadim, je sais pas si vous voyez Oleinik. Ouais, je bien vois sûr, ça. un monstre des pays l'Est, comme il en existe beaucoup, mais il est là depuis longtemps lui. Ouais. Ça va. Et globalement, ce sera. Et après, moi, je dirais du tempo. Tu vois, des tractions en volume avec un certain tempo. Le tempo, ou pas forcément même en volume. Juste rajouter le fait de rajouter du tempo, ça va te faire d'office passer le menton au-dessus de la barre et puis contrôler et ne pas sacrifier la forme. Vraiment, ne pas sacrifier la forme. Personnellement, j'ai toujours fait. Ça fait quand même pas mal de. Allô, Ah ouais, on n'entend plus très bien. Alexandre, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? On t'a pas entendu pendant les 15 dernières secondes. Ok. Je parlais de la forme. Là, vous m'avez. Donc, Ouais, tu nous disais- expliquais pourquoi ce serait intéressant de faire du travail en Ouais. tempo déjà. Ouais. Donc, je disais le tempo pour améliorer un peu la forme, augmenter un peu le temps sous tension, stimuler une meilleure hypertrophie. Et donc, c'était lié aussi au fait d'avoir une meilleure forme. Donc, pendant quelques années, je faisais du streetlifting et des tractions un peu dégueulasses. Et, euh, et donc, vraiment, ne sacrifiez pas la forme. Vraiment, restez toujours strict, même les jambes tendues, menton au-dessus de la barre, toujours. Donc, voilà. Ça, c'est une erreur qu'on se dit, je cleanerai la forme plus tard, mais la forme, super important. Ça va. Bah, merci beaucoup, les gars. Voilà. Ça conclut cette première interview du Calisthenics Science Podcast. On aura, on espère, bien d'autres intervenants par la suite, donc que ce soit des athlètes, des coachs, des figures de l'environnement, du street workout et de tout ce qui est associé à ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Gwendal, sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te trouver? Bah écoutez, moi je suis surtout actif sur Instagram, donc Beer Workout, c'est mon Insta. Et bah voilà. YouTube, j'ai un peu mis de côté, mais si vous voulez, vous pouvez quand même me suivre, c'est Beer Workout aussi. Donc tout simplement. Ça marche. Voilà. Ok, on mettra ces liens en description du podcast, que vous soyez sur YouTube, sur Spotify,
On vous mettra les liens. Allez, c'était Calisthenics Science pour notre première interview. On vous dit au revoir. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.